Bonjour à tous, merci d'être venus du coup aussi nombreux pour notre atelier. Donc aujourd'hui on va vous présenter notre ouvrage Jouer en classe de cycle 1. Voilà, le voici. Vous pouvez le retrouver sur le stand de Magnard et je le dis maintenant, on sera aussi en dédicace tout à l'heure après l'atelier. C'est parti pour une petite présentation. Alors, Manon m'a laissé la faveur de me présenter en premier. Donc, je m'appelle Mathieu Quesnay, je suis enseignant en classe de CP, 31 CP cette année. Une joie, avec un autiste. Et donc, j'enseigne du côté de Lille, la Madeleine exactement. Et donc, ça fait des années que je m'intéresse à la ludopédagogie. J'ai déjà écrit dans la même collection, donc Jouer en classe de cycle 2, qui est mon cycle de prédilection. J'avais écrit Jouer en classe de cycle 3. Et puis sur les réseaux, vous pouvez me retrouver simplement en tapant Monsieur Mathieu sur n'importe quel support, vous me trouverez. Voilà. Et moi, du coup, c'est Manon. Donc, sur les réseaux sociaux, je m'appelle Maîtresse Nonam. Cette année, j'avais une classe triple niveau à 27 élèves et je suis également donc, directrice d'école maternelle. J'utilise la pédagogie par le jeu depuis déjà 2 ans et maintenant, je pense que je ne pourrai jamais repartir en arrière. Alors, sur le contenu de l'atelier, la première partie va être assez théorique, parce qu'on a quand même besoin de poser des bases avec vous pour ceux qui sont les moins initiés. Ensuite, on sera dans une deuxième partie vraiment sur la présentation, alors plus on appuie sur Manon, sur la présentation d'une progression annuelle clé en main que vous retrouverez dans le livre, et également la présentation du jeu qui accompagne le livre, puisqu'on ne se voyait pas créer un jeu sur la ludopédagogie sans l'accompagner d'un jeu. Voilà. Donc c'est parti pour la première partie, apprendre en jouant de la théorie à la pratique. Alors là, c'est moi qui m'en occupe un petit peu. Donc, la pédagogie par le jeu, moi j'y crois fondamentalement, ça fait 20 ans que je la pratique. Elle a de multiples avantages que vous connaissez pour la plupart, qui sont effectivement la socialisation, la facilité des habilités sociales. Ça casse aussi ce qu'on appelle la courbe de l'oubli que vous avez là, qui est présentée. Et puis, ça développe surtout les fonctions exécutives qui ont été beaucoup développées par Céline Alvarez et d'autres. Et donc, tout ce qui est contrôle inhibiteur, tout ce qui est planification, tout ce qui est gestion de mes émotions, tout ce qui est anticipation. Donc c'est très très riche, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on ne croit. Et j'ai tendance à dire qu'on en apprend plus en 1 heure de jeu avec des enfants qu'en 1 année à juste faire des cours de manière magistrale et transmissive, ce que vous ne faites plus bien sûr, parce que plus personne ne le fait. Et donc essentiellement pour la maternelle aussi, il y a un gros axe sur le langage, on en parlera pendant l'exposé, donc notamment avec des temps de feedback qui ont été pour eux développés par Julien Alvarez, pour ceux qui le connaissent. Donc c'est lui qui gère le DU, donc diplôme universitaire APLJ, qui est Apprendre par le jeu à Villeneuve-d'Ascq, Université Lille 3. Et donc on a déjà beaucoup échangé là-dessus, on s'est vu à de nombreuses reprises. Et enfin, ça crée de la motivation, de la concentration pour nos élèves. Moi, mon objectif premier quand je suis en classe, et je l'annonce dès la rentrée d'élèves aux parents, c'est que leurs enfants aient plaisir à venir en classe. Et donc là, je vais citer Nicole Kathleen, dont je suis très très fan, qui est une pédopsychiatre très connue, et qui dit que le plaisir fixe l'apprentissage alors que la peur fixe l'erreur. Et donc le jeu et la ludopédagogie prennent tout leur sens de ce point de vue-là. Et donc, pour faire écho un peu à ce que je disais sur le maintien des apprentissages, sur l'accentuation du maintien des apprentissages, ce que je suis en train de vous faire, dans 24 heures, vous en aurez retenu 5% et c'est bien normal. On est dans un cours magistral, on est dans le haut de la pyramide. Admettons même qu'on soit dans la partie vert clair audiovisuel, puisque vous avez une présentation visuelle derrière vous, vous aurez retenu 20% de l'information que je vous transmets là. Et alors que la pédagogie par le jeu, on est plutôt dans le jaune et même le jaune foncé ici en bas de la pyramide, c'est-à-dire qu'on va être dans la mise en pratique de quelque chose qui a été expliqué. Et moi, je vais même au-delà avec mes élèves, même de CP, et je le fais aussi en maternelle, en moyenne section et grande section, en décloisonnement. C'est les enfants qui s'apprennent de pair à pair les jeux. C'est-à-dire que moi, j'explique généralement des jeux en APC, avec des enfants qui sont en situation de difficulté, et ils vont sortir de ces séances d'APC en situation de réussite, puisque je vais leur dire, maintenant, vous êtes les seuls qui connaissez ce jeu-là, je ne l'ai expliqué qu'à vous. Je ne l'ai expliqué qu'à vous, et maintenant, vous avez la responsabilité de transmettre ce temps de jeu, enfin, ce jeu que vous avez découvert. Donc, ils passent d'une situation où ils étaient en difficulté à une situation d'extrême valorisation de confiance en eux, parce qu'ils vont transmettre. Donc, on est plutôt, vous voyez, dans les 90%, enseigner, transmettre aux autres. Et donc, les bénéfices du jeu,
Je vais essayer d'aller très vite parce qu'on n'a que 25 minutes, enfin oui, maintenant 25 minutes. Comme je vous le disais, donc le langage, moi j'adore entendre mes élèves discuter, raconter, s'expliquer entre eux, c'est même un temps très riche. On parlera tout à l'heure du jeu libre, et c'est un jeu qui n'est pas assez pratiqué à l'école primaire parce qu'on a un petit peu peur de ce temps de jeu libre. Ça facilite aussi, donc, comme je vous l'ai dit, les habilités sociales, la gestion du stress, des émotions. Ça permet de travailler donc toutes les fonctions exécutives, la créativité, l'imagination dont on parle beaucoup plus dans Jouer en classe de cycle 1. Grâce à l'inspiration de Manon notamment, mais notamment sur les jeux de construction, sur le matériel Grimm dont on parlera, sur les jeux symboliques dont on va vous parler. Et enfin, ce que je vous avais dit, donc la mémoire des apprentissages, casser la courbe de l'oubli et permettre de réviser, mais en s'amusant, en prenant plaisir. Voilà tous les bénéfices du jeu. C'était pour la partie théorique. Alors, il faut savoir qu'il existe différents types de jeux. Donc, en tout, il en existe 3. Donc, il va y avoir les jeux ludiques, les jeux éducatifs et les jeux pédagogiques. Donc les jeux ludiques, en fait, la part du plaisir va être très très importante. Pour le coup, on va chercher à développer le vivre ensemble chez les enfants. Le contrôle de l'enseignant est pour le coup minimal et en général, les enfants apprécient bien ce style de jeu puisque la consigne s'induit d'elle-même et l'enfant va utiliser donc le matériel, il va pouvoir manipuler, inventer, élaborer des stratégies. Donc, comme exemple, on vous a mis les Capla, les Kuboro ou encore les jeux Grimm, mais il y a aussi les jeux d'ambiance comme le Lynx ou encore le Double. Ensuite, il va y avoir donc les jeux éducatifs, donc qui ont à peu près la même apparence que les jeux ludiques puisqu'ils vont être colorés, le matériel va être soigné, la mécanique du jeu est assez attrayante. Et les enfants, pour le coup, pensent jouer, mais ils apprennent aussi. Et donc là, l'adulte va un peu plus intervenir, alors sans être trop présent. Et donc là, on vous a mis comme exemple le jeu du verger, le batawaf et Gagne ta maman. Et enfin, donc, il y a les jeux pédagogiques. Donc ces jeux-là sont notamment tournés vers l'apprentissage exclusivement. Donc en général, ils sont conçus soit par des orthophonistes, soit par des enseignants. Les enfants ont un peu moins d'attrait envers ces jeux-là. Le matériel est un petit peu plus sobre, justement, pour pas qu'ils soient distraits. Et donc, il faut les utiliser un peu plus en parcimonie. Vous pouvez notamment les utiliser en atelier dirigé, en APC ou encore en atelier de remédiation. Et la plupart du temps, ce sont des ateliers de phono, correspondance de lettres. Donc là, on vous a mis des exemples, numéro dingo ou encore tam-tam alphabet. Alors, parmi les jeux éducatifs, donc la deuxième colonne que vous avez vue tout à l'heure, il y a les jeux autocorrectifs. Donc en général, qu'on va utiliser, les enfants vont pouvoir les utiliser en individuel. Et dans ce cas-là, les enfants vont pouvoir donc vérifier leur réponse sans attendre la réponse de l'adulte. Donc il y a l'autocorrection visuelle, où la solution est directement indiquée soit à l'arrière du jeu par le biais de gommettes, d'images, de pictogrammes, ou encore les petits carnets de Smart Game. Et en opposition, donc, il y a les jeux d'autocorrection en manipulation directe. Donc là, on a les jeux, on a mis l'illustration des Logic Case chez ABBA, où l'enfant donc, va pouvoir insérer l'objet rapidement et la réponse, pour le coup, est immédiate. Donc après, il y a différentes formes de jeux que vous connaissez tous, hein. Mais il faut faire attention en classe donc, de ne pas tomber dans l'utilisation d'un certain type de jeu, d'une certaine forme de jeu. Par exemple, là, les jeux de cartes sont très utilisés, très fréquemment utilisés. Il faut essayer de les varier au maximum puisqu'ils n'ont pas tous le même impact. Là, en fait, en cycle 1, par exemple, les jeux de dés vont fréquemment construire la motricité fine. Ils vont construire les constellations, les lettres éventuellement, ça dépend ce qu'on trouve sur les dés. Les jeux de cartes, il va y avoir la problématique de la tenue de carte, même chose hein, pour tout ce qui est motricité fine. Donc dans le livre, on vous donne plein d'astuces avec des frites de piscine, avec des Legos, vous verrez, il y a plein de choses dans le livre, plein d'astuces. On n'en parle pas parce qu'on passe assez rapidement. Et les jeux de plateau, c'est plutôt encore dans un temps encore plus avancé parce que là, il faut gérer un matériel plus important, plus imposant, il y a des règles plus complexes. D'ailleurs, on en parle aussi dans le livre. La dimension vers laquelle vous devez tendre, c'est d'arriver vers des jeux à règles comme ça, des jeux un peu plus complexes, parce qu'il y a un vrai contrôle inhibiteur sur ces jeux à règles. Et enfin, jeux de construction qui sont trop souvent délaissés. Moi, j'incite même mes collègues de cycle 3 régulièrement à faire des jeux de construction, et pas uniquement sur les solides ou d'autres choses, mais sur plein d'autres choses, sur les mesures, sur les calculs d'air, de surface, tout ce que vous voulez.
Et enfin, les jeux symboliques qu'on retrouve beaucoup en maternelle et qui disparaissent étrangement à l'entrée du CP. Alors, pour faire la transition avec l'élémentaire, pourquoi pas, mais qui devraient, pourquoi pas, pouvoir encore trouver leur place au tout début CP pendant au moins un trimestre, par exemple. Voilà. Donc, chaque forme de jeu a son importance et il faut privilégier l'ensemble. Je rebondis sur ce que tu dis. Et dans l'ouvrage, on vous propose du coup plusieurs exemples précis de jeux de construction, de jeux symboliques et de jeux à règles. Alors, au niveau des modalités de jeu, donc là, j'ai mis une photo du meuble de jeu qu'il y a dans ma classe. Donc, c'est un meuble Nathan qui est à hauteur d'élève. Donc, vous pouvez le voir, il y a trois rangées, 3 colonnes. La première colonne, ça va être en lien avec les jeux individuels. Donc, j'ai mis une sorte de petit pictogramme, donc toujours en rouge pour les jeux individuels, avec le chiffre 1. Et juste en dessous, donc, il y a les gommettes rouges. Dans ces bacs-là, il n'y a que des jeux où les enfants peuvent jouer seuls, donc par exemple les Smart Games ou encore les Logic Case. Ensuite, donc, la deuxième colonne, ça va être les jeux par 2 en binôme. Donc là, on va pouvoir retrouver par exemple des Memory, Trio Mino, etc. Et enfin, donc, les jeux à plusieurs. Donc là, c'est maximum 4. Et donc, les enfants vont pouvoir se repérer avec les gommettes jaunes. J'ai fait en sorte du coup de mettre qu'un seul atelier par barquette, justement pour faciliter le rangement et pour que ça soit accessible à tous. Donc il faut savoir aussi qu'il y a une évolution aussi du jeu au fil du temps. Donc il faut savoir qu'en maternelle, les jeux sont divisés donc en 4 catégories. Il va y avoir les jeux d'exploration, les jeux de construction, les jeux symboliques et enfin les jeux à règles. Tout ça, ça suit une progression, une chronologie qui va énormément jouer un rôle sur le développement de l'enfant. Donc au départ, il va y avoir les jeux de construction. Les jeux d'exploration, qui commencent dès l'âge de 2 ans à peu près, où l'enfant va pouvoir éveiller ses sens, il va explorer la matière, interagir avec son environnement, et dans ces cas-là, on va proposer donc du sable, des jeux d'eau, de la pâte à modeler. Ensuite, il va y avoir donc les jeux de construction, où à partir de 3 ans, l'enfant va pouvoir manipuler, assembler, fabriquer des objets. Il peut réaliser donc une construction soit à partir d'un modèle, soit à partir de ses propres choix. Et c'est à ce moment-là donc qu'il va développer ses habiletés motrices. Ensuite, on va pouvoir mettre en place aussi les jeux symboliques au sein de sa classe. Donc l'enfant est dans l'imitation immédiate jusqu'à 3 ans. Puis ensuite, il va pouvoir rentrer dans le faire semblant. Et il va faire appel donc à des situations vécues, développer son imaginaire. Et ensuite, vers 5 ans, il s'engage pleinement donc dans les jeux de rôle, dans les mises en scène. Et vous pouvez donc ajouter des objectifs de travail. Et là, je pense notamment à Maîtresse Mélanie avec ses ouvrages « Les espaces à scénario ». Et enfin, donc, on va pouvoir mettre en place, notamment chez les moyens grands, des jeux à règles, où l'enfant va pouvoir donc interagir avec ses pairs. Il apprend à jouer avec les autres, à attendre son tour. Il adapte donc ses conduites sociales. Il va élaborer aussi des stratégies et construire une culture de jeu. En général, les jeux à règles sont des situations qui sont provoquées par un enjeu du coup didactique. Alors, voilà un exemple d'emploi du temps que j'ai dans ma classe, donc pour une classe de petits, moyens, grands. Donc, c'est un emploi du temps à 4 jours et demi, puisque je travaille donc le mercredi. Hop, je prends mes petites notes. Donc en fait, ça nous semble vraiment important de dédier et d'inscrire ces temps de jeu au sein de notre emploi du temps. Donc en fait, là, les lignes roses que vous voyez, donc à l'accueil, sur le temps libre, au niveau juste après la récréation et puis en bas, voilà, j'inscris tout le temps ces temps de jeu pour pas qu'ils passent à la trappe. Parce qu'à chaque fois, on se dit, demain, je me laisse 20 minutes pour laisser les enfants jouer. Et en fait, ça passe à la trappe, on fait tout autre chose. Alors que si c'est vraiment écrit sur le plan du temps, pour le coup, on n'a pas le choix de se lancer. Et je fais exactement la même chose en cycle 2. Les temps sont imposés, même j'ai des temps d'atelier dirigés 2 fois par semaine, 45 minutes, ils ne sauteront jamais. Toute
toutes les sorties scolaires sont prévues sur d'autres temps. Toutes les interventions, je m'arrange avec la mairie ou d'autres intervenants pour que ça n'ait pas lieu pendant ces temps qui sont dédiés. Alors ici, il s'agit d'une organisation de plan de classe. Donc cette année, vu que j'ai un triple niveau, donc je vous propose du coup un plan de classe de petit, moyen, grand. Il faut savoir que du coup, l'organisation de la classe va être complètement différente en fonction du niveau qu'on a. Ça, je vous apprends rien, puisque les besoins vont différer et les relations aux autres aussi, en fonction de si on a une classe de petit, moyen, moyen, grand ou petit, moyen, grand. Les enfants de petits moyens ont notamment besoin de bouger, ils ont besoin d'explorer, de manipuler. Il va donc falloir proposer donc, du matériel en plusieurs exemplaires pour pas qu'il y ait de disputes, par exemple, ou encore des jeux de construction. Et il faut prendre en compte aussi que les temps de regroupement doivent être un peu plus courts. Dans une classe de moyen grand, on va mettre cette fois-ci en place donc, des coins jeux dans la classe. Ainsi que des tables donc, individuelles pour stimuler les apprentissages. Et donc, j'en viens à mon plan de classe de petit, moyen, grand, où j'essaye de prendre en compte donc, tout ça, où les enfants de petites sections ont besoin de bouger et en même temps d'avoir des pôles pour les élèves de moyen, grand. Voilà. Et donc, au niveau du jeu, concrètement, voilà comment je m'organise. Donc, en fait, vous allez avoir en légende les petites pastilles de couleur froide, donc vert et bleu. Ce sont les ateliers qui vont être calmes. Et en rouge-rose, ce sont les ateliers qui vont être bruyants. Donc, en fait, dans la classe, j'essaye de faire en sorte de mettre beaucoup plus d'ateliers de jeux individuels ou de jeux à deux, et un peu moins du coup de jeux de plateau ou de jeux de rapidité, puisque tout ça, forcément, ça provoque, ça engendre du bruit. Donc voilà, donc là j'ai pris un exemple de 25 élèves et vous voyez que c'est à peu près dispatché un petit peu partout dans la classe. J'en ai mis pas mal, notamment au coin regroupement, où les enfants vont pouvoir se mettre au sol directement sur un tapis, soit à deux, soit tout seul. Et ensuite, je les ai un petit peu dispatchés tout au long. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié un petit quelque chose. En général, je propose aussi un fond sonore. Donc, c'est-à-dire que sur mon vidéoprojecteur, en ce moment, c'est la mer. En fait, les enfants vont avoir les fonds marins. Et donc, il y a une petite musique apaisante qui est en fond, justement, pour calmer et pour apaiser ce temps de jeu qui peut être parfois bruyant. Alors, le jeu libre, je vous en parlais dans l'introduction, c'est quelque chose pour lequel je me bats, même avec des IEN qui sont venus très fréquemment dans ma classe, y compris à ma demande, parce qu'ils ont des fois du mal à comprendre ce que c'est. Donc, le jeu libre, pour faire simple, l'enfant va choisir seul le jeu auquel il veut jouer, sans intervention aucune de ma part. Alors ça peut paraître surprenant, vous êtes en train de vous dire ils sont simplement en train de jouer et s'amuser. Oui, c'est vrai, ils sont simplement en train de jouer et s'amuser. Alors il y a un cadre à tout ça, hein. Moi je fixe un cadre spatial, je fixe un cadre temporel, et je ne suis pas là à rien faire en train de boire un café, je passe, j'écoute, je me fais oublier, mais j'apprends plein de choses. En fait, en voyant les enfants réexpliquer, je vais pouvoir corriger des notions de langage. En les voyant s'expliquer, comme je vous expliquais tout à l'heure, les jeux de pair à pair, je vais aussi voir s'ils ont vraiment intégré la règle. Je vais aussi pouvoir observer des difficultés qu'on ne voit pas toujours dans des cahiers, parce que les enfants, surtout en CP, sont des enfants qui ont des yeux qui se baladent. Donc, ils vont tendance à beaucoup recopier, pomper sur le voisin, etc. Je vais me rendre compte de plein de choses. Donc, pour moi, c'est une mine d'informations. C'est ce que je vous ai mis là à droite, hein. Ça me permet de mieux connaître mon groupe et ses interactions, de voir la place de chacun, de voir qui est un petit peu leader, qui est un petit peu dominant, voire trop dominant, trop leader sur le groupe. Ça me permet de repérer donc difficultés réussites, d'anticiper la remédiation ou la différenciation dans mes séances qui suivent, et puis de lancer aussi des nouveaux jeux. C'est-à-dire que sur un temps de jeu libre qui, moi, en CP, dure, alors il y en a 3 par jour de 20 minutes, sur ces 3 fois 20 minutes qui rentrent dans mon temps, et ça c'est ce que j'ai très souvent expliqué aux UN, ça rentre dans mon temps de maîtrise de la langue et de mathématiques, aucun souci là-dessus. Donc je justifie les horaires comme ça. Ça me permet, moi, d'avancer beaucoup plus sur mon travail de détection. Et en fait, au lieu de passer par des évaluations diagnostiques, par des tests, en veux-tu, en voilà, viens à mon bureau, on va faire des choses ensemble, ce que les enfants aiment bien, mais qui est très chronophage, là, moi, j'ai beaucoup d'infos en très peu de temps.
Voilà. Et les intérêts pour l'enfant, c'est qu'ils prennent un énorme plaisir, ils ont une grande confiance en eux, l'apprentissage pair à pair se fait. Ça permet aussi de passer à ce qu'on appelle l'évasion mentale. Donc ça a été théorisé, vous pouvez chercher sur Google, avec le break du sursaut. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous faites cours ou quand vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de vous endormir, surtout après le repas. Et pour les enfants, ces 20 minutes sont salvatrices parce qu'après, ils vont être 100% disponibles, par contre, pour refaire un temps de travail dirigé avec moi. Donc là, c'était plutôt la partie théorique. On va passer à la pratique. Donc en fait, on a essayé de mettre en place donc une deuxième partie dans cet atelier. Donc dans le livre, vous pourrez retrouver des jeux à règles. Et donc on a fait le choix du coup de garder ces 9 items-là. Donc il va y avoir le langage, la construction du nombre, les jeux coopératifs, les jeux d'observation, d'inférence, les jeux de mémoire, les jeux de stratégie, d'art, d'environnement et d'émotion. Okay. Donc là, par exemple, pour le langage, on vous a mis des exemples de fiches de jeux. Donc, je peux vous donner un ordre d'idée. Pour le langage, il y a 6 fiches. Pour la construction du nombre, 8. Pour les jeux coopératifs, 8 fiches, etc. Donc, vous pourrez retrouver ça tout à l'heure. Donc, en fait, tout en haut, on va retrouver le titre. On va retrouver également le niveau sur lequel on peut proposer le jeu. Vous avez également des petites pastilles en jaune avec nos petits commentaires. Et juste en dessous, donc, il va y avoir les programmes, les objectifs d'apprentissage, les compétences donc, en lien avec les nouveaux programmes de 2025. Et juste en dessous, donc, voilà, ce sont des fiches entre guillemets clés en main avec le niveau de difficulté, le nombre de joueurs, la durée du jeu, le but du jeu, le déroulement, la fin de la partie et le matériel. Parce que c'est vrai que lorsqu'on achète un jeu ou quand on a un jeu dans l'école, on n'a pas forcément le temps ou envie de lire toutes les règles. Et donc là, pour le coup, c'est un petit récap que vous avez dans un seul et même ouvrage. Alors du coup, pour le coup, il y a des choses aussi qui existent en ligne, mais moins étoffées que ce que nous, on a essayé de vous proposer. Pour ceux qui connaissent, il y a un dispositif qui s'appelle Un jeu dans ma classe, qui a été créé par des Belges, qui sont formidables, qui proposent beaucoup de fiches de jeux comme ça. Alors attention, par contre, des fois, les jeux sont reliés au programme belge, du coup, faites attention. Nous, on est bien sur les programmes français. Et puis, l'idée, c'est pas de faire un catalogue. L'idée, c'est vraiment de dire, voilà ce que vous pouvez travailler via ces jeux. Ça peut remplacer une fiche de prep. Moi, j'ai déjà présenté ça à Newen comme étant ma fiche de préparation. Je vais montrer 5 fiches comme ça qui étaient déjà sur mon ordi. Je dis, voilà les 5 jeux qu'on va utiliser. On les utilise depuis le début de la période. Les jeux ont tourné. Les enfants ont travaillé ces compétences-là. Je poursuis cet objectif-là. Voilà, et pour le coup, ce sont des jeux adaptés de la petite section à la grande section. Okay. Et on vous propose également donc une progression ludique, notamment sur le langage et en numération. Donc en fait, on n'a pas fait le choix de prendre un tableau, mais plutôt de lister. Alors c'est une liste non exhaustive, mais de vous faire une proposition. Donc par exemple, en langage, on vous propose 42 jeux de la toute petite section à la grande section en fonction du début, milieu et fin d'année. Bon, pareil, toujours à prendre avec précaution. Ça dépend le public que vous avez. Moi, par exemple, j'ai la chance d'être depuis 5 ans dans une école très favorisée. J'utilise des jeux que je n'aurais jamais utilisés avec le même niveau de classe dans ma première école, qui elle était une école très défavorisée. Tout est adapté aux fonctions. Si vous avez aussi un public de joueurs, moi j'ai la chance à la Madeleine où je suis d'avoir un public d'enfants joueurs qui vont dans des festivals, notamment Ludinor. Donc voilà, c'est adapté bien évidemment. Mais en tout cas, à titre indicatif, on s'est bien creusé la cervelle pour bien les catégoriser PS, MS ou GS. Oui, c'est ça. J'ai oublié de préciser aussi, quand on a un jeu dans notre armoire ou quand on achète un jeu, ce qui est important aussi, c'est alors, soit on peut le ranger sous forme de nom d'auteur, soit par domaine d'apprentissage. Voilà, c'est à vous de voir. Et puis surtout par nombre de joueurs. Moi, c'est ce qui me permet ensuite de les classer dans mon petit meuble à jeu.
Et donc, dans le livre, vous avez un jeu qui est fourni, qui s'appelle Himalaya, comme ça, qui est beau. Moi, je trouve qu'il est beau. L'illustratrice a fait un très beau travail dessus. Il est imprimé sur carton plume, comme ça, donc c'est un carton rigide, donc pas besoin de plastifier, etc. Vous avez des planches de cartes, prédécoupées, donc il peut se préparer. Franchement, sur un temps du midi, vous avez le temps de le dépuncher et d'en faire un jeu jouable à l'instant T. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de faire un jeu qui soit utilisable de la PS jusqu'à la GS. Donc, les cartes sont recto-verso. Non pas qu'il y ait la réponse derrière, mais il y a la partie verso, c'est pour les petits, et la partie recto, c'est donc moyen-grand. Et donc, ça travaille, vous voyez, les constellations, les algorithmes, le dénombrement de petites quantités. Voilà, c'est assez complet. J'ai noté du coup. Donc il va y avoir un octaèdre, donc c'est pas un 2 à 6 faces, c'est un dé à 8 faces. Et donc les enfants vont pouvoir lancer le dé. Donc le but du jeu, c'est d'arriver tout en haut de l'Himalaya. Donc il y a 5 joueurs. Et donc les enfants, à tour de rôle, vont lancer le dé. Et donc va apparaître peut-être une couleur, par exemple. Et donc ils vont pouvoir piocher une carte correspondante à cette couleur. Donc les cartes violettes correspondent à additionner 2 quantités, les cartes rouges montrer l'intrus, les cartes grises placer autant de jetons que la quantité demandée, les cartes bleues il va falloir dénombrer, compter une collection, les cartes vertes c'est compléter un algorithme et les cartes jaunes comparer des grandeurs. Donc comme Mathieu l'a dit, vous avez justement sur les petites cartes des petits pictogrammes roses, donc là c'est le niveau 1. Et à l'arrière, du coup, il y a 2 étoiles pour indiquer le niveau 2. Si l'enfant arrive à répondre à la carte, il va pouvoir monter soit de 1, soit de 2. Ça permet aussi d'avoir un petit challenge. Et on est plutôt bon parce qu'il reste 4 minutes pour poser des questions. On voulait 5, mais 4 c'est bien. Donc on va faire passer le micro si vous avez des questions. Je suis sûr que vous avez des questions. Bonjour, j'aurais aimé savoir comment vous présentez les jeux en amont. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, moi, dans ma classe, en tout cas, comment je fonctionne, les jeux individuels, donc tout ce qui est Smart Game et Logic Case, je le présente en 1 pour 1. C'est-à-dire que je vais voir l'enfant. Alors, effectivement, ça prend du temps, mais au moins, je m'assure que l'enfant ait bien compris le but du jeu. Et au moins, après, voilà, c'est du gain de temps. Pour ce qui va être jeu à 2 ou à plusieurs, je prends des petits groupes de 10 en général, donc je me mets au coin regroupement. Et puis, je vais au départ, donc pour présenter l'histoire, je théâtralise beaucoup, justement pour que les enfants rentrent dans le jeu. Et donc, voilà, par groupe de 10 en général, et je m'assure du coup qu'ils aient bien compris donc, le but du jeu, la règle du jeu, et puis les potentielles variantes ensuite. Alors moi, c'est un fonctionnement un petit peu différent parce que je suis en CP. Moi, il y a déjà des jeux expliqués en APC, comme je vous l'ai dit. Il y a des jeux que j'explique avec un visualiseur. Donc j'ai la chance d'avoir une petite caméra, mais vous pouvez tous l'acheter, ça coûte 30 €. C'est un petit visualiseur qu'on pose sur une table. J'ai à ce moment-là les 20, 25, 31 cette année élèves autour de la table. On fait un tour de chauffe avec 6 enfants qui jouent avec moi. On fait une partie simulée, à jeu découvert, si c'est un jeu de cartes. Et les autres observent. Les autres observent et vont même rebondir sur ce que font les joueurs qui sont en train de jouer pour dire tiens, t'as vu, il n'a pas respecté ce que t'as dit, etc. Oui, j'ai vu, t'inquiète pas, laisse le faire, c'est intéressant. Mais en tout cas, il y a ce temps d'explication commune. Des fois, il y a des temps d'explication individualisés comme Manon, notamment sur les temps de jeu libre dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des temps très précieux pour observer, mais pour dire aussi attendez les gars, venez, je vais vous expliquer un petit jeu qu'on n'a jamais vu. Et puis des fois, je fais des prêts de jeu. Alors là, c'est très cadré aussi. Le jeu est inventorié, compté, etc. Et je mets un visuel photo du jeu, du rangement du jeu à l'intérieur de la boîte. Et ils peuvent repartir des fois un week-end avec un jeu comme ça, se l'approprier à la maison et revenir en situation de réussite en arrivant, moi j'appelle ça un flagrant délit de réussite. Ils arrivent le lundi, le mardi, ils peuvent expliquer un atelier jeu, un jeu qu'ils se sont appropriés avec les parents. C'est 2-3 astuces. Alors, moi, je n'ai pas de fiche sur lequel je me dis, bon, là, un tel n'est pas passé. Je force pas, en fait. Il n'y a pas d'obligation. J'essaye de faire quand même en sorte qu'il aille dans les 3 colonnes que vous avez vues individuelles
à deux ou à plusieurs, mais il n'y a pas de, s'il n'a pas envie d'utiliser un smart game, ben, je vais pas l'obliger. Voilà. Après, ça peut être intéressant sur une période de dire les enfants, c'est aussi le challenge que je vous lance, c'est vous devez jouer à au moins ces 6 jeux-là. Après, vous avez des temps de jeu libres qui là sont libres pour choisir les jeux auxquels vous voulez jouer. Par contre, les temps d'atelier dirigés, bah, vous êtes obligé de tourner. Voilà. Et je pense que c'est riche dans les deux cas. Chez moi, non. En général, quand ils voient les copains jouer, ça donne envie. Donc forcément, tous, moi cette année, les 27, que ce soit de la petite section à la grande section, ils ont tous joué. C'est même plus d'ailleurs souvent la question, moi, dans mes décloisonnements avec des MSGS, ils veulent toujours jouer aux jeux auxquels ils n'ont pas encore joué, justement. C'est même la problématique inverse. Des fois, je veux les faire rejouer aux jeux qu'on avait découverts. Ils disent, ah non, on veut découvrir. Bah non. Voilà. Ah, il y a des questions. Attendez. Alors, oui. Chez Manon, oui. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. En général, je les laisse une période. C'est pour ça, du coup, qu'on vous a fait une progression en fonction des... Alors, pas par période, mais du coup, par début d'année, milieu d'année, fin d'année. 1 à 2 périodes, en général. Et les jeux qui fonctionnent bien, eh ben, je les laisse parce que ça me semble quand même hyper important. Alors moi, je les laisse tous à disposition. Alors pour ceux qui ont déjà vu le mur de ma classe, c'est donc un mur de 15 mètres carrés qui est rempli du sol au plafond. Les enfants, les jeux qu'ils peuvent utiliser en jeu libre sont à hauteur d'enfant. Les jeux que j'utilise en atelier dirigé sont à ma hauteur à moi. Alors ça arrive qu'en temps de jeu libre, et ça a été ma grande réussite de cette année, j'ai des CP par exemple qui me demandent de jouer à Azul en temps de jeu libre, ou des enfants qui me demandent de jouer à Dixit, qui normalement sont des ateliers uniquement dirigés. Et comme c'est des élèves qui ont l'habitude de beaucoup jouer, ils me demandent même ces jeux. Alors des fois je leur dis, attends, on a 20 minutes, une partie de Dixit un petit peu short. Mais là, en fin d'année, j'ai dit, vous pourrez même continuer la partie sur 2 temps de jeu libre, celle du matin, celle de avant la pause méridienne et celle de avant la récréation d'après-midi. Il y a encore une question tout là-haut. Vas-y, fort. Alors moi, en CP, énormément. Par exemple, là, exemple type, alors là, j'en ai pas parlé dans Jouer en classe de cycle 1, mais dans le Jouer en classe de cycle 2, c'est le cas. On utilise par exemple début CP Lucky Numbers, on utilise une partie des cartes du 6 qui prend, etc. Je vais valider très vite des compétences de numération. Je vais dire, ah tiens, le loulou, là, il a compris les nombres entre 19 et 29, il a compris entre 39 et 49, etc. On utilise Opération Amonré, des éditions ABA, qui est un jeu très connu aussi. Je vais valider très vite le gamin est capable d'additionner 2 petites quantités inférieures à 10, ou il est capable de soustraire, etc. Donc oui, ça permet de valider. Donc moi, je me les note sur un carnet, j'ai des carnets fourre-tout comme ça, j'en ai une vingtaine dans ma classe. J'en ai toujours un qui traîne et je me note des trucs. Je dis tiens, je ne savais pas que Colin savait faire ça, je ne savais pas que Youssef savait faire ça, et je me le note. Et le soir même, du coup, des fois, je valide directement sur EduMove. Et puis, du coup, au niveau des jeux pédagogiques, puisqu'ils sont essentiellement conçus par les enseignants et par les orthophonistes, ça permet justement de valider certains objectifs. Et là, du coup, dans l'organisation du plan de classe, à chaque fois, les pastilles rouges, par exemple, c'est, entre guillemets, des ateliers dirigés, des jeux de plateau avec un adulte. Donc, en général, quand je suis placée à cet atelier-là, en tout cas, je peux valider avec les 4 élèves en question certaines compétences. Moi, en CP, ça m'est même arrivé, alors j'ai pas d'ATSEM, mais j'ai des services civiques qui interviennent et je leur ai demandé des fois spécifiquement sur des temps de jeu libre ou des temps d'atelier dirigé de noter, etc., ce que chacun savait faire, de faire en fait l'observateur pour moi. Ça marche très bien. Ou avec des parents bénévoles. Alors j'invite chaque période, si par exemple c'est une période de 8 semaines, j'invite les 4 dernières semaines les parents à s'inscrire via des doodles ou via des Framadate. Ils s'inscrivent à des ateliers. Donc c'est pour ça que les ateliers sont prévus fin de journée le mardi, fin de journée le vendredi. Et donc, les parents animent un atelier, etc. Et des fois, je leur donne aussi un petit carnet comme ça et ils me notent des choses qui pourraient être utiles pour moi. Et ils sont ravis de venir faire la petite souris. Ouais. On a dépassé. On a juste une petite surprise. Je ne sais pas si Pierre est là. Est-ce que Pierre est là? Maître Vente de Camp. Alors, on peut l'applaudir, il est là.
Alors, pourquoi je vous demande de l'applaudir? Parce qu'il organise déjà, il a passé beaucoup de temps sur son temps personnel à organiser une chasse aux jeux, vous le savez. Chasse aux jeux et aux manuels et un petit peu tout, c'est connu hein, sur le quai. Là, vous savez qu'il distribue ou il cache des petites cartes comme ça, des tickets d'or un petit peu partout, comme dans Willy Wonka. Et donc là, il a en main, il ne faut pas lui sauter dessus, mais il a en main 9 tickets. Donc je t'incite à courir. 8, pardon. Et donc il va les jeter dans le public. Attention, ils ne sont pas tous gagnants. Hein. Il y en a quelques-uns gagnants, mais vous pouvez éventuellement gagner un exemplaire de Jouer en classe. Ah là là, ça vole pas bien. Pour l'année prochaine, on prévoit... Oui. Ah oui, oui. Je ne l'ai pas là sur moi. Téléphone. Bah, essayez d'attraper le tien. Et donc, je voudrais vraiment que vous l'applaudissiez bien fort parce qu'il a passé énormément de temps. Je sais pas où c'est. Il l'a fait bénévolement, au seul bénéfice d'avoir 1 ou 2 jeux pour sa classe. Et tout à l'heure, j'ai vu, il avait des valises entières remplies de jeux, si vous êtes allé voir sur le stand de Classly. Voilà. Et donc, Maître Van de Camp sur les réseaux, que vous pouvez suivre. Nous, on se connaît depuis quelques années. Qui est du Nord aussi. Voilà. Donc, les nordistes sont les meilleurs. Et avant qu'on se fasse sortir de la salle, est-ce qu'on pourrait prendre une petite photo tous ensemble? Attends, je m'abaisse. Merci beaucoup.